Alors, c'est toi, Emmanuel, qui introduit Benoît. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord vous remercier. Il est bien difficile de prendre la parole après un sujet aussi lourd qui nous a tous touchés autant. Je voudrais vous remercier chaleureusement de nous avoir invités, donner la possibilité d'organiser la masterclass hier sur le prélèvement d'organes et d'être aujourd'hui devant vous pour parler un peu de transplantation, même si ça paraît un peu décalé. Alors, on a essayé d'organiser cette séance sur le futur de la transplantation et qui va concerner notamment le prélèvement d'organes. Nous allons commencer par le rein et quelque chose qui est aujourd'hui passé dans les mœurs et qui va se développer et qui concerne ce qu'on appelle maintenant la préservation dynamique pour la préservation rénale. Alors vous savez qu'on a malheureusement à faire face à une pénurie d'organes. En rein, c'est très simple. Pour un greffon, on a 4,6 receveurs. Et comme chaque année, nous inscrivons plus de receveurs que nous greffons de malades, eh bien cette pénurie ne peut que s'aggraver. Alors les pistes que l'on suit pour essayer de répondre à cette pénurie, c'est bien sûr d'augmenter le nombre de donneurs vivants, en sachant que cet axe a des limites et qu'il ne serait pas question de dépasser les contre-indications et de créer une deuxième population de malades à partir de donneurs. Repousser toujours plus l'âge des donneurs en mort encéphalique, mais nous avons affaire à des gens et des greffons qui sont porteurs de lésions chroniques, fixées et irréversibles des greffons. Donc ça, c'est une limite, bien sûr, à l'évidence sur le développement de cette technique-là. Et enfin, les donneurs décédés par arrêt circulatoire qui sont apparus en 2007 pour les Maastricht de type 2 et maintenant, depuis l'an dernier, pour les Maastricht de type 3. Mais les organes ont subi une ischémie chaude et c'est donc un modèle expérimental de lésions d'ischémie-reperfusion. Pour toutes ces raisons, vous voyez que la prévention et le traitement des lésions d'ischémie-reperfusion est devenu maintenant l'objectif absolument majeur en transplantation d'organes. Et ça va passer par deux grands axes, la préservation dynamique, et je vais vous en présenter l'exemple en rein, et la préservation en subnormothermie. Et Sacha Musso, chirurgien thoracique, va vous montrer comment les poumons nous montrent l'exemple. Alors commençons par un exemple, la vraie vie, 7 juin 2013, un donneur de 59 ans à La Réunion, 2 arrêts cardiaques, il est diabétique, il a fait un accident vasculaire cérébral d'origine ischémique. Vous voyez qu'il a une ordonnance qui ressemble beaucoup plus à celle de nos receveurs qu'à celle d'un donneur. Le bilan morphologique est épouvantable. Le scanner fait état de calcification un peu partout. Au niveau du thorax, c'est pas beaucoup mieux. Et pourtant, il y a une fonction rénale qui est tout à fait correcte, pas de protéinurie. Donc, il y a une discordance très souvent entre ce qui est annoncé et un bilan biologique. C'est assez fréquent. Mais bien sûr, ces greffons sont récusés par toutes les équipes et donc on m'appelle. C'est à La Réunion, donc j'ai un collègue qui est là-bas, que je lui passe un coup de téléphone en disant bon, est-ce que tu peux prélever les organes? Tu les regardes macroscopiquement, l'œil du chirurgien, c'est très important. Et s'ils sont jouables, eh bien, tu me les envoies. À l'examen des reins, quand ils arrivent à Paris, on a pas mal d'ischémie froide, je trouve 2 reins de taille équivalente, parfaitement décolorés, et toutes les anomalies décrites au scanner ne sont en fait pas réelles. Mais quand j'essaye de reperfuser ce greffon sur la table, juste par gravité, c'est impossible. L'artère est complètement fermée. Il y a en fait un œdème intrarénal très important. C'est du vasospasme et de l'œdème. Il est donc impossible de perfuser cet organe. Donc plutôt que de faire la greffe dans ces conditions-là, nous avons pris la décision de mettre les reins sur machine, c'est de les mettre en préservation dynamique, quitte à allonger l'ischémie froide, ce qui nous a laissé par le même biais de faire la possibilité de faire une biopsie qui montrait que nous n'avions pas de pain à cacheter au niveau des glomérules, que les vaisseaux étaient corrects et donc que ces reins étaient probablement utilisables. Alors voilà les 2 courbes d'évolution des résistances artérielles que l'on peut mesurer, qui est le seul paramètre qu'on peut mesurer sur machine. Vous voyez qu'on démarre de résistances qui sont très élevées et qui vont descendre assez rapidement pour atteindre un plateau 0,34 pour l'un, 0,36 pour l'autre, qui sont des résistances compatibles avec la transplantation. Nous avons fait donc les 2 transplantations. Et dans les 2 cas, alors qu'initialement on ne pouvait pas perfuser sur table ces reins, nous avons une recoloration immédiate, aucun phénomène de no-reflow, ils ont repris leur durée sur table, et ils ont une évolution de baisse de la créatinémie qui était sans nécessité d'hémodialyse, donc une évolution qui est bien meilleure que ce qu'on pouvait craindre sur tout ce qui était annoncé sur ce malade. Alors la question est de savoir si cette perfusion était déterminante ou non. Je n'ai pas eu le courage de mettre un rein sur machine et l'autre en statique. Ça m'aurait permis d'avoir un groupe contrôle, parce que je suis convaincu de la préservation dynamique. Mais je pense qu'on a préparé la phase critique de reperfusion. Alors j'aime bien les images simples. Je pense que la reperfusion d'un organe, c'est un peu comme un avion qui décolle. C'est-à-dire qu'il faut des réservoirs qui sont pleins, c'est une bonne volémie.
Il faut des moteurs capables de pousser l'avion, et c'est une bonne pression artérielle. Et donc, il est fondamental que les anesthésistes coopèrent avec les chirurgiens pour qu'on soit coordonnés. Et enfin, il faut qu'on ait une piste de décollage qui soit libre. Et ça, c'est les artères ouvertes. Et si les artères sont fermées, eh bien, ce qui nous arrive, c'est ça, un plantage. Alors, ces machines de perfusion, finalement, comment ça marche? Probablement par diminution des résistances vasculaires. Je vous en ai montré un exemple, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du rein. Il s'agit d'un simple phénomène mécanique. Si c'était le cas, les pressions les plus fortes seraient plus efficaces que les pressions les plus faibles, et ça n'est pas vrai. Les pressions plus faibles sont plus efficaces que les pressions fortes. Donc il y a quelque chose de plus qui se passe. La deuxième fonction, c'est probablement la protection des cellules endothéliales, et je vais vous en montrer un exemple. Une fonction de lavage des produits de dégradation de l'ischémie-reperfusion, qui est assez intuitive, mais finalement qui est la moins bien démontrée. Reconstitution partielle des stocks en ATP, qui est un objectif absolument majeur en préservation de l'organe. Diminution de l'expression des molécules d'adhésion, ça veut dire que notre organe sera moins reconnu par notre système immunitaire, et tout ça va aboutir à une réduction de la fibrose. Alors on s'est intéressé au laboratoire sur justement cette ouverture des reins, par quel mécanisme la machine permet d'ouvrir les reins. L'hypothèse que nous avons faite, c'est qu'en fait, on préserve les capacités de vasodilatation via la voie de la néosynthase. Alors pour montrer ça, on nous a pris des reins de porc sur des porcs large white, et que nous avons préservés pendant 24 heures, soit de manière statique avec deux solutions de préservation différentes pour essayer de croiser les différentes conditions expérimentales. L'UW Viaspan, qui est la solution de référence quand vous faites de la préservation statique, et puis KPS, qui est la solution de référence pour la machine. Et nous avons fait la même chose avec la machine et les deux mêmes solutions pour être certains de comprendre d'où venait l'effet que nous observions. Est-ce que ça venait de la solution de préservation ou est-ce que ça venait de la machine? Au bout de 24 heures, nous avons prélevé les artères rénales et nous avons mis dans un petit transduceur isométrique où on est capable de provoquer une contraction de l'artère et de la relâcher avec de l'acétylcholine. Et donc vous voyez les courbes qui sont ici en rouge. Donc vous êtes avec la solution UW via SPAN, la solution de référence. Vous voyez que vous êtes capable de relâcher cette artère si le rein a été préservé sur machine. Vous êtes absolument incapable de relâcher l'artère si vous n'avez pas préservé ce rein sur machine. Quand vous prenez la solution KPS, vous obtenez la même différence. Si la machine a servi à préserver le rein, vous êtes capable d'ouvrir cette artère. Et c'est moins vrai si vous n'avez pas mis le rein sur machine. Donc ces machines permettent d'augmenter la vasodilatation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on a pu montrer, c'est que c'est en fait une phosphorylation de la NO-synthase qui est provoquée par la machine et qui permet d'obtenir cet effet. Alors, ça se concrétise de manière tout à fait pratique sur l'amélioration de la microcirculation du rein, de l'organe greffé, donc vraiment la distalité, et qui correspond à un effet tout à fait bénéfique. Alors regardez ces courbes que vous connaissez maintenant sur ces artères, elles sont assez bien corrélées avec un modèle in vitro que je vais vous présenter juste après, où on a les mêmes conditions expérimentales. Là, on a fait de l'autotransplantation rénale sur un modèle de porcin dans les mêmes conditions. Quand vous prenez UW Viaspan, la solution de référence, qui n'est pas sur machine, vous voyez que la survie des animaux est absolument catastrophique. Au contraire, quand vous avez les reins préservés sur machine, là où vous êtes capable d'ouvrir les artères, vous voyez que la survie des animaux est la meilleure. Et quand vous avez la deuxième solution de préservation KPS sans machine, vous avez une survie intermédiaire. Alors, ce travail expérimental a été fait par Nader Vaziri dans le cadre d'un master de recherche dans le laboratoire, avec exactement le même design, machine de perfusion versus statique, et le croisement avec la solution KPS ou la solution UW. Donc c'est un modèle qui mime le donneur décédé par arrêt circulatoire, 1 heure d'ischémie chaude, 2 heures d'ischémie froide, donc des conditions qui sont extrêmement dures pour le greffon, et autotransplantation après néphrectomie droite. Eh bien, voilà la courbe de survie que vous connaissez, qui corrèle avec ce que nous avons vu sur les artères. Vous voyez qu'en termes de fonction rénale, les meilleurs résultats sont machine KPS, donc c'est la préservation dynamique qui donne les meilleures fonctions. Et en termes de protéinurie, qui va être un marqueur de mauvaise préservation rénale, là encore, c'est quand vous avez perfusé les reins sur machine. Donc voilà pourquoi les reins sont intéressants et pourquoi ils ouvrent ces artères, entre guillemets, via la voie de la NO-synthase. L'autre chose, je vous parlais de la protection de la barrière endothéliale, qui va être le premier choc entre donneur et receveur. Eh bien, vous voyez que la courbe jaune, KPS perfusion, là, ici, de pareil, que ce soit pour les monocytes ou macrophages ou que ce soit pour les CD3, c'est dans ces conditions-là expérimentales, dans ces conditions expérimentales, que nous aurons le moins d'infiltration du greffon par les cellules du receveur, qui est un marqueur indirect que notre barrière endothéliale a été mieux préservée quand on a mis les reins sur machine. Et en fait,
Quand on prend une culture primaire de cellules endothéliales, on sait très bien que si on ne la soumet pas à un flux laminaire, les cellules vont rentrer en apoptose. Elles ont des mécanorécepteurs. Si ces mécanorécepteurs ne sont pas stimulés, les cellules rentrent en apoptose. Si cette culture de cellules primaires endothéliales, vous la soumettez à un flux laminaire, elles survivent. Donc c'est exactement ce qui se passe avec la machine. On ne laisse pas la cellule endothéliale non stimulée. On va faire tourner en permanence du liquide dans cette cellule endothéliale pour justement la stimuler. Alors le résultat, c'est la fibrose. Vous voyez ces biopsies sur le modèle d'autotransplantation rénale à 3 mois. Ce sont des biopsies en Red Sirius. Tout ce qui est rouge, c'est de la fibrose. Vous voyez que quand on est en condition idéale de KPS machine, on a une fibrose qui est de moins de 6%. Et toutes les autres conditions, que ce soit le KPS en statique, que ce soit l'UW sur machine ou l'UW en statique, vous avez un degré de fibrose qui est bien plus important. Donc nous avons des preuves au laboratoire qui commencent à peser un peu lourd pour l'explication et l'intérêt bénéfique de ces machines. Alors en pratique clinique, il y a eu un essai randomisé qui a été publié en 2009 sur plus de 300 patients dans la zone eurotransplant. Un greffon était préservé en statique et l'autre greffon était préservé sur machine. Et alors qu'on s'intéressait à la reprise retardée de fonction, eh bien on s'est aperçu qu'on obtenait même beaucoup mieux que ça, une différence en termes de survie de greffon de 4%, significative à 1 an et 3 ans. Et je peux vous garantir que dans tous les essais d'immunosuppression que l'on fait, on n'a jamais obtenu un tel résultat. Ce qui veut bien dire que la préservation d'organes en transplantation pèse extrêmement lourd. Alors, quand en fait on regarde dans le détail si nos greffons rénaux n'ont pas fait de reprise retardée de fonction, c'est les deux courbes du haut, il n'y a pas d'effet bénéfique de la machine. Par contre, s'il y a eu une reprise retardée de fonction, alors pour les non-initiés de la transplantation rénale, c'est défini par la nécessité d'une séance d'hémodialyse au cours de la première semaine. Vous voyez que les différences de survie sont très importantes. Voilà la courbe si vous avez préservé votre rein sur machine, et voilà la courbe si vous n'avez pas préservé votre rein sur machine. Et donc, c'est ce que j'appellerais la règle du pas vu, pas pris. S'il n'y a pas de reprise retardée de fonction, très bien, il n'y avait pas besoin de la machine. Mais au moment où on doit prendre la décision, on ne sait pas ce qui va se passer, et donc il faut prendre la décision de mettre les reins sur machine. Alors, je vais accélérer pour ne pas prendre trop de temps, mais il y a d'autres façons de démontrer. Voilà une étude de registre qui aboutit exactement aux mêmes conclusions. Alors, en pratique, on va pouvoir faire un cocorico. La France a été le premier pays à se doter d'un forfait de perfusion pour inciter les transplanteurs à utiliser ces machines de perfusion. 8 814 € quand vous perfusez les 2 reins de 3 donneurs. Et bien sûr, la condition est de perfuser les 2 reins et non pas le seul qu'on va garder pour que les chances soient les mêmes pour tous les patients. Alors, la montée en puissance est un petit peu lente parce que c'est une nouvelle machine à utiliser. Mais là, l'objectif, c'est de perfuser 50% des greffons. On en est à peu près à la moitié, mais ça monte chaque année. C'est en partie dû à des problèmes de logistique, parce qu'il faut pouvoir faire retourner les machines. Et ce problème-là n'est toujours pas très simple et pas résolu. On a enfin un transporteur qui va être capable de le faire dans de bonnes conditions, avec un technicien qui va conditionner la machine pour son retour, des indicateurs de sécurité pendant le transport, et un technicien qui viendra délivrer la machine. Tout ça avec une assurance. Il faut maintenant que les marchés publics s'emparent de cette possibilité. Alors ça, c'est aujourd'hui. Quelle perspective d'amélioration ? Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs voies qui nous laissent penser qu'on va encore progresser. Mettre de l'oxygène sur la machine. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'oxygène. Donc là, voilà encore un résultat du laboratoire qui schématiquement montre que vous avez une meilleure reprise de fonction si vous avez mis de l'oxygène, même à 4 degrés. Donc il y a probablement un intérêt bénéfique à mettre de l'oxygène. Vous voyez que si vous avez mis de l'oxygène, vous avez des meilleures fonctions rénales et moins de protéinurie. Deuxième voie possible, un transporteur d'oxygène. Et nous travaillons beaucoup sur l'hémoglobine du ver marin, qui est une hémoglobine extracellulaire, qui a de fortes capacités à lier l'O2 et à des températures qui nous intéressent, puisque ça va de 4 degrés à 37 degrés. Elle a également des propriétés antioxydantes. Et donc, on a pu montrer qu'elle permettait d'améliorer la fonction des greffons en préservation statique. Dans un deuxième temps, on a montré que c'était synergique avec l'effet machine. Et donc là, nous préparons un essai clinique qui va débuter dans le début de l'année 2016. Donc, quelle place pour la préservation dynamique ? Vous voyez qu'au fur et à mesure que la qualité de l'organe va baisser et que son niveau lésionnel va augmenter, on peut imaginer que, dans un premier temps, on reste en préservation statique classique, plus ou moins avec des additifs, l'oxygène, l'hémoglobine. Puis on va passer sur des machines de perfusion, puis sur des machines de perfusion avec de l'oxygène, et enfin sur des machines de perfusion avec de l'oxygène et des additifs. Donc on a toute une gradation des armes qu'on va pouvoir envisager.
Alors cet effet sera un peu limité tant qu'on restera à 4 degrés. Je vais là encore accélérer sur ce qui se fait en préservation normothermique en transplantation rénale, parce qu'en fait nous suivons ce que font les thoraciques, et donc Sacha Musso va nous montrer ce qu'ils vont faire en thorax. Alors en matière, nous rêvons bien sûr de pouvoir utiliser ces machines comme un outil de sélection. On rêve un peu d'un cockpit d'A380 à 4 degrés. Malheureusement, ce qu'on a, c'est pas mieux que ça. C'est-à-dire que le seul index qu'on est capable de mesurer, c'est les résistances rénales artérielles sur les machines. Vous voyez que sur l'essai européen, que ce soit à 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures ou à la fin de la perfusion, vous n'avez pas de différence de résistance artérielle selon que vous avez une reprise immédiate de fonction, une reprise retardée ou une non-fonction primaire. Donc au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas assez fin à 4 degrés, si bien que la devise des Shadocks est finalement assez intéressante. Ne nous posons pas de questions. Les reins marginaux, il faut les pomper. Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Donc en conclusion, la préservation dynamique est maintenant incontournable. À 4 degrés, je vais dire, on limite la casse, on peut faire beaucoup mieux. En normothermie, tous les espoirs sont permis, avec des interventions diagnostiques, des interventions thérapeutiques. Et je pense que l'organisation de nos services devra probablement intégrer ces nouveaux aspects de la transplantation. Je vous remercie. Merci Benoît pour cette très belle démonstration. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Parmi les spécialistes. Alors, je vais poser une question un peu de béotien. Concernant le rein, bon, la démonstration est assez claire. Est-ce qu'il y a des perspectives par rapport aux autres organes? Et je pense par exemple au foie, qui m'intéresse en premier chef, mais aussi peut-être les poumons. Alors, les poumons, Sacha nous en parle. C'est eux qui nous ont montré la voie. C'est pas les reins qui ont montré la voie, là. Pour le foie, il y a des essais en route, à l'échelon européen, en normothermie, et avec des concepts qui sont assez intéressants de défatisation. Donc vous avez un problème aigu avec le foie et la stéatose, qui vous donne des problèmes aigus. Quand vous passez le cap, finalement, on s'aperçoit que ces organes sont peut-être utilisables. Et bien là, il y a tout un concept qui est en train de se développer, on va voir s'il se confirme, qui permettrait à tous ces greffons stéatosiques et pas utilisables aujourd'hui de passer un cap. Donc là, il y a des essais européens qui sont extrêmement prometteurs, et c'est en pleine ébullition. On organise un congrès ischémie-reperfusion qu'on appelle IMIRT, qui est Ischemia-Reperfusion Meeting in Transplantation, qui aura lieu à Poitiers en avril 21-22. Et ce sujet de la perfusion hépatique va être au cœur du débat, car c'est ce qui agite les transplanteurs actuellement. Dans la perfusion, on a vu qu'on avait différentes possibilités de perfusion. Et c'est particulièrement le cas dans le futur développement de la perfusion du foie. Je pense qu'on a des outils actuellement. Ce sont les machines, on peut perfuser en normothermie, on peut perfuser en hypothermie avec ou sans oxygène. Il faut bien définir, avant de les utiliser, quel est l'objectif finalement de la perfusion. Et en foie, c'est assez flagrant. L'objectif, ça peut être pour évaluer le greffon, et à ce moment-là, peut-être que la normothermie, c'est probablement le meilleur moyen, parce qu'on remet l'organe en conditions physiologiques. Je ne sais pas si c'est vrai pour le rein. À ce moment-là, on a des vrais indicateurs, le débit biliaire, on a la diminution des lactates, etc. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir rattraper des greffons qui autrement ne seraient pas transplantés. Donc ça, c'est de la sélection, c'est pour augmenter finalement le pool de greffons. Troisième objectif, améliorer la qualité de greffons à critères élargis qui seraient transplantés, mais peut-être avec un mauvais résultat. Et enfin, l'objectif de prolonger l'ischémie froide, ce dont on rêve tous, c'est-à-dire pouvoir faire une transplantation d'organes programmée, parce qu'on peut augmenter l'ischémie froide de 24 heures, 36 heures. En rein, je ne sais pas si c'est pareil. Alors je crois que tu as complètement raison. Si on veut juger l'organe, il faut quitter 4 degrés. Quitter 4 degrés en transplantation pose un problème microbiologique, puisque vous savez que, assez paradoxalement, 30% des liquides de préservation sont contaminés. Ce qui est quand même un petit problème conceptuel quand c'est des malades qu'on va immunodéprimer assez fortement. Donc bien sûr, la normothermie pose la question de la microbiologie. Donc on n'a pas encore beaucoup de recul, mais toutes les équipes qui l'ont fait n'ont pas de problème majeur, à condition de rajouter un certain nombre d'antifongiques et d'antibiotiques dans le système de perfusion, mais ça ne semble pas être un problème majeur. Donc je pense que ce qui agite beaucoup le monde de la transplantation, c'est effectivement la subnormothermie. Alors est-ce qu'elle doit être sur toute la préservation?
ou est-ce que ça doit être juste avant, à la fin, dans les 2 heures qui précèdent la transplantation? Ça, c'est pas encore très clair, et donc c'est ce qui agite les laboratoires actuellement. Monsieur Martin. Oui, donc félicitations Benoît pour cette présentation très claire qui consacre la recherche de la collectivité des transplanteurs en France sur un plateau technique unique. Vraiment, je pense qu'il y a eu une collaboration extraordinaire. Une question pratique, c'est en France, quel est le pourcentage de reins qui sont sous machine? Et est-ce qu'il y a eu des études médico-économiques par rapport à l'efficacité sur ce plan? Alors, pour répondre à ta première question, donc l'objectif, c'est tous les donneurs décédés par arrêt circulatoire sur machine, et c'est obligatoire par le protocole français. Ça reste pour le moment 7-8% des greffons, mais je vous fiche mon billet que ça va monter très fort, et que dans les 5-10 ans, on va être à 40%. Et sinon, pour les autres donneurs décédés par mort encéphalique, ce sont les critères UNOS. Et donc ça représente à peu près 50%. C'est des donneurs de plus de 60 ans ou de plus de 50 ans qui ont 2 de 3 facteurs de risque: hypertension artérielle, décès par AVC ou une créatinine supérieure à 130. Donc ça doit être ça, l'objectif c'est 50%. Là on est maintenant, 2014 on était à 25-26%, on est en train de monter et on atteint progressivement vers les 50%. Donc c'est en train de progresser. Si je devais faire un pari, je dirais que entre 5 et 10 ans, on va être à 60-70% de reins qui vont être préservés sur machine. Alors l'aspect médico-économique, ça a été démontré, notamment sur des études qui ont été branchées sur l'étude d'Eurotransplant, et ça a été montré à l'Agence de biomédecine, qui a pu démontrer qu'en fait, avec le nombre de séances de dialyse qui sont évitées, on était complètement cost-effective, et donc c'est comme ça qu'on a pu convaincre la DGOS de mettre ce forfait en route. Donc bien sûr qu'on sera gagnant, non pas en coût direct, mais en coût indirect, on sera gagnant bien sûr.